Merci pour cette invitation. Le comité Jean Parduesco a l'honneur d'être un des organisateurs de ce colloque. Ce comité, qui comprend aujourd'hui une vingtaine de personnes, a été fondé par les descendants de Jean Parduesco, Constantin et Stanislas, qui sont co-auteurs d'ailleurs du texte que je vais vous lire, vous déclamer. Ce comité a été fondé le 12 novembre 2016, c'est très récent, à Câmpulu-Mușel, en Roumanie, non loin de Pitești, lieu de naissance de l'écrivain, qui je crois est jumelé avec Chișinău. Un service religieux orthodoxe fut alors célébré en l'église princière du monastère de Neglugoda, commémorant le décès de Jean Parduesco survenu le 21 novembre 2010. Service religieux à l'intention à la fois du repos de son âme, de l'unité de l'Église et de la plus grande Europe. Une réunion fut ensuite tenue sur le thème des racines spirituelles de la grande Europe eurasiatique. Ce thème a été la ligne de fond de toute la pensée de l'écrivain, aussi bien poétique que géopolitique, affirmée au cours de ses nombreux textes et ouvrages, dont certains sont actuellement en cours de traduction en langue roumaine et russe. Alors il est parfois difficile pour nombre d'entre nous d'établir un lien direct entre la spiritualité et la politique. On se souvient que Charles Péguy craignait que la mystique soit dévorée par la politique à laquelle elle a donné naissance. Or il est fort possible que nous nous trouvions aujourd'hui à une époque si particulière, que ce soit au contraire la politique qui donne naissance à la mystique, et afin précisément de pouvoir être dévoré par celle-ci. Ou dit autrement, les événements politiques majeurs de notre temps sont tous concernés directement par la spiritualité, et de plus en plus. Car la politique se débarrasse aujourd'hui complètement de l'idéologie au sens courant du terme, pour entrer tête la première dans la géopolitique. Et comme l'écrivait Jean Parduesco en 2005, c'est la géopolitique en tant qu'expérience gnostique abyssale de l'histoire qui en pose les buts ultimes et tend en avant les ultimes raisons eschatologiques en action. Ou alors, de manière encore plus claire, la géopolitique transcendantale est en effet une mystique révolutionnaire en action. Deux événements très importants eurent lieu en Europe durant la même période que la fondation du comité Jean Parduesco, en fin d'année dernière. Deux événements politiques absolument opposés l'un à l'autre. Premièrement, l'élection de M. Dodon à la présidence de la Moldavie, d'une part, et la transformation du régiment Azov en parti politique à Kiev, le 14 octobre 2016, d'autre part. Une dénommée Marche de la Nation, menée par Azov, Pravi Sector, C14 et d'autres formations nationalistes, a alors réuni plusieurs milliers de personnes dans les rues de la capitale ukrainienne. Ces deux événements témoignent de la présence réelle dans le champ politique européen de deux pôles spirituels absolument opposés entre eux, deux ennemis irréconciliables dont la lutte sans merci se tient depuis les origines de l'humanité. D'abord un pôle continental, anti-atlantiste, régi par la volonté d'unification de destin des peuples eurasiatiques, porté par une foi vivante et agissante, catholique à l'ouest et orthodoxe à l'est, un pôle d'obédience christique et mariale, pour lequel Jean Parduesco a combattu durant sa vie entière. Et puis en face, un pôle violemment nationaliste, en réalité dépendant intégralement des forces atlantistes. Les discours tenus publiquement par les dirigeants du corps national, la branche politique du mouvement Azov, évoquent ouvertement une volonté d'en finir avec l'Église et toutes ses valeurs. Les textes théoriques et publics des intellectuels d'Azov, tels que Olena Semeniaka, coordinatrice du projet Reconquista Azov et membre de service de presse du parti, tous ces textes mettent en avant une conception gnostique et anticosmique du monde, basée sur le rejet absolu de l'idée messianique chrétienne au service intégral des dieux des profondeurs. Ils estiment que le monde moderne qu'ils prétendent combattre sans merci est symboliquement incarné par le christianisme. Différentes modalités de la voie de la main gauche sont proposées dans leurs textes afin de faire intégrer la musique black metal et ses valeurs nationalistes et chtoniennes dans l'espace politique de l'Assemblée de Kiev. Ces modalités peuvent être, je cite, l'athéisme radical et nihiliste, l'occultisme, le satanisme théiste et les cultes païens archaïques reliés à l'ariano-luciférianisme. Je rajoute que le 17 mars 2017, un manifeste politique national pan-ukrainien a été signé à la Maison des professeurs à Kiev entre les responsables des forces nationalistes les plus importantes du pays. Parmi les 20 points du manifeste se trouve ceci: reconnaître la Fédération de Russie comme un pays agresseur à tous les niveaux de la diplomatie internationale. Reconnaître juridiquement certaines zones des régions de Donetsk et Louhansk comme territoires occupés et développer un véritable plan pour libérer la Crimée et le Donbass de leurs occupants. Procéder immédiatement à la mise en œuvre d'actions concrètes allant de la reconnaissance militaire et du sabotage à la guerre économique et de l'information.
Assurer à la langue ukrainienne le statut de langue d'État unique. Ce sont les 3 points que je cite. Le texte de ce véritable manifeste de guerre ouverte a été déclamé par le chanteur du célèbre groupe de rock gothique ukrainien Komu Vniza. Il faut bien comprendre que ces mouvements ne se déclarent pas anti-racistes, dans la mesure où ils estiment être les seuls véritables pan-européens revendiquant l'héritage de la révolution conservatrice. C'est la vieille tradition bien connue de l'inversion des paramètres. Le vrai soleil, c'est la lune, l'enfer, c'est la porte du paradis, etc. J'ai découvert d'ailleurs ce matin la tenue de la première conférence Reconquista Europe, Today Ukraine, Tomorrow Russe and the Whole Europe. Nous comprenons donc aisément que ces 2 pôles politiques, très récemment inscrits dans l'espace européen, sont la face visible de 2 pôles spirituels antagonistes. Le premier pôle est christique, ecclésial et favorable à la notion d'empire comme serviteur du Christ, basé sur un faisceau d'alliances pacifiques entre souverainetés européennes et une synergie économique au service de l'homme, un empire de la paix. Le second pôle peut également être favorable à l'empire, mais avec une finalité toute différente, c'est l'empire du dragon, détourné du Christ, résolument hors de l'Église, un pôle nationaliste par idolâtrie et ouvertement luciférien. Les ramifications françaises du luciférianisme, comme on l'a dit tout à l'heure, sont très importantes, elles ne sont pas près de faiblir. Depuis que la carte du tarot, le pendu, vient d'être élu président de la République française, l'envoyé des profondeurs, parrainé par le maître Barack Obama. On évoque toujours à juste titre la Révolution française, mais ces événements sont également la prolongation directe de la Révolution américaine, dont les pères fondateurs n'étaient absolument pas chrétiens. Thomas Paine, qui fut l'inspirateur de la Révolution américaine, publia après celle-ci The Age of Reason, qui constitue une des plus violentes attaques jamais écrites contre la Bible et les évangiles. Il y dénonce la conception virginale du Christ, il écrit des phrases comme « Un bon maître d'école est plus utile qu'une centaine de prêtres, le Vatican est un poignard au cœur de l'Italie. Ce n'est pas un Dieu juste et bon, mais un diable sous le nom de Dieu que la Bible décrit. Inversion des valeurs, une véritable littérature de pendu par les pieds, d'homme à l'envers. » Un écrivain russe, encore trop peu connu en France, a donné des prédictions qui correspondent tout à fait à notre monde contemporain. Il s'agit de Daniel Andreev, qui prévoit dans son ouvrage La Rose du Monde, Rosa Mira, écrit en prison sous Staline et parfois comparé à la Divine Comédie, la transformation des États nationaux en machines infernales, en centrales de production d'énergie négative. Le seul avantage de notre époque, de notre point de vue, repose sur le fait que la visibilité politique de ces 2 pôles spirituels soit d'une clarté absolue. Néanmoins, la dernière chance pour certains est de tenter d'introduire la confusion et de mélanger ces 2 pôles, plutôt de les inverser, et ceci au seul bénéfice du mal, bien entendu, une inversion des paramètres dont je parlais à l'instant. Alors il y a le détournement en Ukraine du principe de la révolution conservatrice par des nationalistes autoproclamés lucifériens, et puis en ce moment même a lieu en France une tentative de récupération de Jean Parvulesco au service intégral de la puissance des ténèbres, essayant d'inverser sa pensée et de le faire passer pour un membre de la secte des adorateurs du serpent, c'est-à-dire un contempteur des religions assimilées à des égrégores dégénérés et des vampires psychiques, un ennemi absolu des 3 monothéismes vus comme des trahisons de la spiritualité première, un opposant radical au processus de la création démiurgique et un gnostique fidèle de Lilith l'avorteuse. Notre grand écrivain catholique, notre grand visionnaire de l'Empire eurasiatique du Saint-Esprit, a écrit de nombreux textes très clairs sur toutes ces questions. Il pressentait sans doute déjà de son vivant l'éventualité d'une telle malversation. Il est beaucoup plus simple d'attendre qu'un écrivain soit mort pour lui faire dire le contraire de ce qu'il a toujours dit. Je terminerai par la notion d'empire, défendue tout au long de sa vie par Jean Parvulesco, qui ne doit pas être confondue avec la volonté d'hégémonie politique au service d'un seul pays. C'est évidemment très important de le rappeler. D'abord, il livre un appel à ce que, je cite, « Les uns et les autres, nous trouvions comment revenir à la vision contre-révolutionnaire de l'empereur mystique, le grand Alexandre Ier, et de la sainte alliance des 3 empires chrétiens, l'empire d'Allemagne, l'empire d'Autriche et l'empire russe, ce qui revient à prévoir à terme l'intégration du catholicisme et de l'orthodoxie en une seule instance impériale, de présence et de témoignage de vie au sein d'une même et seule structure impériale d'Église. » N'oublions pas que Guillaume II, qui se considérait lui-même comme l'empereur de l'Atlantique, appelait son cousin Nicolas II l'empereur du Pacifique. Ainsi, les actuelles retrouvailles nuptiales de la Russie et de l'Europe vont-elles devoir imposer le retour du sacré vivant au sein de la communauté impériale grand continentale, écrivait encore Jean Parvulesco.
L'Empire est la structure naturelle de toute organisation communautaire. Il est basé sur le principe de subsidiarité. Tout ce qui peut être réglé politiquement par la base doit être réglé par la base. Ce sont les communautés naturelles qui régissent elles-mêmes leur propre organisation, l'économie de leur territoire. Le principe de l'Empire est celui de l'unité suprême au sommet et de l'hétérogénéité à la base. On retrouve le principe spirituel de la monarchie, bien sûr, lié à une logique organique de la vie d'époque et qui fait qu'un empire est naturellement lié à la notion de civilisation. Des événements historiques tels que la querelle des investitures, qui vient plus tard le traité de Westphalie, ont engendré la dislocation des empires et conséquemment de leur spiritualité. Puis l'avènement des nations athées et orgueilleuses qui se sont toutes mises à guerroyer les unes contre les autres, au seul bénéfice intégral de la puissance financière régnant sur le chaos. Personne ni aucun peuple ne doit être identifié ni s'identifier lui-même au pouvoir impérial. Le pouvoir impérial n'est pas l'attribut d'une nation, mais un attribut divin, prêté et repris au souverain, et il a pour seule fin le service des communautés. Aucun pays européen, aucune nation européenne n'a hérité de l'Empire de Rome. C'est l'Église elle-même qui en a hérité. Comme l'a bien expliqué Soloviev dans son ouvrage « La Russie et l'Église universelle », où il écrit les phrases suivantes: « Les grandes puissances du monde ancien n'ont fait que passer dans l'histoire, Rome seule vit toujours. » L'Église, fin de la citation, l'Église est une et indivisible, à la fois catholique, universelle dans l'espace, et orthodoxe, permanente dans le temps. L'Empire et l'Église sont donc indissolublement liés l'un à l'autre. C'est ce que démontre avec superbe Dante dans son De Monarchia. Je terminerai mon allocution en citant une phrase très significative de Jean Pavlesco, extraite d'une conférence donnée à Neuilly le 20 décembre 1994, titrée « La signification suprahistorique du massacre des Romanov ». Cette phrase permettra d'effectuer une ouverture à la fois sur nos origines, les plus lointaines, et sur la thématique précise de notre colloque. Je cite: « Ainsi que l'observait Guido Giannettini dans un de ses essais géopolitiques d'avant-garde, pour la première fois depuis des temps indéfinis, depuis la fin même peut-être du néolithique, les hommes d'un même sang et appartenant à la même vision fondamentale de l'être et du monde, à une même civilisation profonde, se retrouvent à nouveau ensemble, prêts à intégrer l'ancienne unité de leur prédestination commune de l'Atlantique au Pacifique. Je vous remercie beaucoup de votre attention.